propose, c'est qu'on démarre tout de suite, puisque je vois qu'à peu près tout le monde est assis, avec la première table ronde consacrée au pillage de marques. Mais il y aura du positif aussi, hein, comment assurer la visibilité des sites. Nous avons plusieurs intervenants à qui je demanderai en préambule d'essayer de tenir les délais de prise de parole pour qu'on puisse avoir l'échange avec la salle, parce que j'ai vu que ce matin, la salle était très réactive et avait envie de poser des questions. Donc nous accueillons Christophe Palluel-Marmont, tout à gauche, qui est le vice-président de la Commission Europe et président de la Commission Europe et numérique du Synorca. Philippe Etourneau, que vous avez vu déjà ce matin, qui s'occupe du Synorca dans la région Languedoc-Roussillon, vous êtes le président. Rodolphe Delaunay, créateur de MFC New Tech, donc vous êtes formateur en e-tourisme. Marc Merzoug, vous êtes directeur général d'une agence qui s'appelle M&M Création. Et puis nous avons Mathieu Guerlin, qui représente Madame Axelle Lemaire, notre secrétaire d'État. Mathieu Guerlin est conseiller transformation numérique de l'action publique et de l'économie auprès de la secrétaire d'État chargée du numérique. Et c'est à vous que reviendra la tâche de conclure ces travaux et de faire la synthèse. Comme ça, vous ferez la synthèse à ma place. Donc, comme ce matin, on a prévu quelques supports visuels pour nous aider à préparer cette réunion au mieux. Alors, normalement, on doit aussi avoir M. Jérôme Doria du Chalet des Îles, mais je crois qu'il ne pourra pas être là. Donc, on va démarrer tout de suite. Si, il est là. Bah alors, il avait eu la politesse d'attendre qu'on l'appelle. Donc, je suis désolé, il n'est pas là. Ça m'étonne. Donc, vous êtes le directeur du Chalet des Îles. On va démarrer avec M. Christophe Palluel-Marmont sur un petit PowerPoint sur un sujet notamment lié au moteur de recherche et en particulier Google dont vous voulez nous parler. Vous avez la parole. Alors, la question c'est Il faut un micro parce que sinon... La question de la table ronde, c'est est-ce que les géants du net ont pris définitivement le pouvoir? La réponse c'est simple, il faut que j'aille très vite. La réponse c'est non. Voilà. Mais il faut que nous soyons lucides. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables d'observer ce qui se passe. Et il est clair que nous sommes sur un marché complètement accaparé et complètement dérégulé. Bon. Donc évidemment, il faut que nous réagissions. Accaparé pourquoi? Parce qu'il y a une connivence entre dans notre spécialité, hein, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, il y a une connivence entre Google et les deux géants de la réservation qui sont Expedia et Booking. Et cette connivence fait que tout simplement, ils veulent éjecter les hôteliers, par exemple, du fait qu'on n'est plus à même de vendre nos propres chambres. On est juste considéré comme des gens qui sont capables d'accueillir les clients, mais plus capables de vendre leur propre hôtel, leurs propres produits et d'avoir un lien direct avec leurs clients. Alors, il y a une chance extraordinaire, c'est que les clients viennent consommer chez nous. Donc, ce lien direct, à la fin, il existe. Donc, il faut évidemment le mettre en avant. Voilà. Alors, comme on a un marché dérégulé, notre action, c'est évidemment des actions judiciaires. On en parlera dans la troisième table ronde. Le Synorca n'a pas baissé les bras, mais le temps judiciaire, le temps juridique n'est pas du tout le temps pratique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer juste un peu les évolutions récentes d'Internet. Qu'est-ce qui se passe quand un client recherche un hôtel et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, maintenant, pour essayer d'exister sur Internet alors qu'on a en face de nous des géants. Donc on va regarder en 2 secondes, parce qu'il faut que... Voilà, ça y est. Assez vite. Ça va? Donc on va aller regarder ce qui se passe dans la recherche naturelle. Hein. Je ne parle pas du tout du travail tout à fait normal que fait Expedia ou Booking quand ils proposent un certain nombre de services, de comparaison, de recherche par location. Je dis simplement que le client qui recherche votre hôtel, comme il passe par Google, 95% des recherches passent par Google, voilà ce qui arrive. Et là, il y a vraiment des problèmes d'ambiguïté, des problèmes d'information trompeuse, et nous, on se bat
pour aller contre ces informations trompeuses, pour avoir ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est-à-dire que nous puissions, autant que les autres, même si nous payons moins d'AdWords, nous puissions aussi exister. Voilà, donc on va regarder 2 secondes comment ça se passait avant. Vous voyez, avant l'information, là je suis toujours dans la recherche naturelle, vous connaissez par cœur. Avant 2014, vous aviez cette fameuse carré rosé qui faisait un peu une différence entre la publicité et la recherche naturelle. Au début, vous avez le rosé, vous voyez, et ensuite, vous aviez la recherche naturelle. Bon, c'était pratiquement toujours les géants du net, Booking, qui arrivaient en rosé. Mais les clients ne le savaient pas bien, si vous voulez, ne se rendaient pas compte. Donc, les premiers, c'était toujours Booking et Expedia. Maintenant, voilà ce qui se passe. J'allais dire, c'est presque pire. Vous voyez, il n'y a plus ce rosé, il faut sortir, voilà, est-ce qu'on est bien? Voilà, et maintenant vous avez juste un tout petit mot en haut qui s'appelle annonce. Là, annonce, c'est la partie donc commerciale du site Google. Mais annonce, c'est pas très clair, il faudrait au moins annonce publicitaire. Là, on verrait qu'on serait dans le domaine publicitaire. Et dans les annonces, bien sûr, vous retrouvez, là l'exemple est absolument typique, vous retrouvez Booking et Expedia et l'hôtel est plus bas. Donc là aussi, vis-à-vis du consommateur, vous n'avez pas une clarté d'information qui est très agréable. Bon. Et ensuite, alors là c'est encore pire, si vous voulez, dans la partie de l'hôtel lui-même, c'est-à-dire on est dans l'hôtel lui-même, alors que le prix est un élément essentiel de choix, eh bien évidemment, vous avez des prix qui apparaissent, vous êtes dans l'hôtel, dans la recherche naturelle, vous avez des prix qui apparaissent, et comme par hasard, vous êtes redirigé sur des intermédiaires. Donc là, on a un vrai problème de fond, c'est-à-dire que nous sommes écartés de la propre commercialisation de nos hôtels. Là, c'est un vrai problème. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous voulez? Alors, outre le juridique, hein, si vous voulez, je crois qu'il est extrêmement important, tout de suite, qu'on apparaisse clairement comme site officiel. C'est-à-dire, sur la partie en bas, je n'ai pas de petit appareil pour vous montrer exactement, enfin, sur la partie du résultat naturel qui est derrière la partie publicitaire, il faut tout de suite que vous marquiez que vous êtes sur le site officiel. Il faut rassurer le client. Et il faut montrer les atouts que vous avez. Vous avez être capable d'avoir vos propres réservations. Il faut montrer qu'on est capable de réserver en ligne, réserver sur votre propre site. Booking a été extrêmement adroit puisqu'il a utilisé le mot Booking, réservé, et ensuite il met l'URL de votre propre hôtel. Donc il y a très peu de clients qui s'aperçoivent, qui comprennent, qui imaginent qu'ils sont sur un site de réservation. Ils pensent être sur le site de l'hôtel. Donc vous, il faut absolument différencier votre site, rassurer le client. Donc sur votre site officiel, vous pouvez réserver en direct. Notez-le, vous avez la possibilité, Google vous donne la possibilité de mettre quelques mots. Et plutôt que d'écrire que vous avez une ambiance formidable dans votre salon, c'est très bien, mais mettez-le après, mettez d'abord que vous pouvez réserver de façon directe. Ensuite, vous avez un atout incomparable, c'est celui de la maîtrise de vos prix. Et vous pouvez être sûr d'avoir le meilleur prix garanti. Or, Booking et Expedia, avec ce problème de parité tarifaire, affichent toujours meilleur prix garanti. Et vous ne le mettez pas. Donc, surtout, montrez aux clients que vous offrez toujours le meilleur prix. Et faites l'effort qu'au moins vos réceptions, qu'on téléphone par téléphone, n'aient pas un prix supérieur au prix Internet. Parce que là, évidemment, ça casse tout l'effort qu'on peut faire. Si vous voulez. Donc, utilisez absolument vos atouts. Et il y a aussi une chose dont vous avez la maîtrise, c'est le nombre de chambres disponibles. Et là, eux ne l'ont pas, puisque vous donnez des allotements, vous connaissez très bien. Donc, quand leur allottement est terminé, ils disent qu'il n'y a plus de disponibilité, mais c'est encore une information trompeuse. Donc, on a réussi, vous savez, le Cinorca a réussi à faire changer un peu le libellé, mais c'est tellement flou qu'il n'y a pas un client qui comprend que quand ils disent qu'il n'y a plus de disponibilité sur le site, ça veut dire qu'il n'y en a
pas non, qu'il peut y en avoir encore sur l'hôtel. Donc surtout mettez information exacte sur la disponibilité des chambres sur votre site, parce que vous avez cet atout-là que les autres n'ont pas, et surtout montrez aussi, parce que c'est un élément important, on en parlera tout à l'heure, montrez que vous avez aussi des avis clients. Voilà, donc informer, rassurer, voilà, aider le consommateur dans son choix. Vous pouvez le faire grâce à Google. Vous avez la main sur un certain nombre de mots très courts, mais vous avez la main, et c'est la seule façon pour nous de lever les ambiguïtés et de pouvoir avancer dans notre combat pour rééquilibrer les choses. Voilà, donc juste un mot, les choses changent, ça change dans l'esprit des consommateurs. Les consommateurs en ont marre d'être un peu mal dirigés, d'être mal informés, de ne pas pouvoir avoir accès direct aux hôtels. Ils sont toujours dérivés et ça les agace. Les informations sont tout de même assez ambiguës, trompeuses, et les autorités juridiques, politiques, les obligent, ces géants du net, tout de même à avoir une communication plus franche. On le voit sur TripAdvisor, ils viennent de changer un libellé parce qu'ils donnaient des prix et maintenant ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas donner des prix parce qu'ils ne sont pas responsables des prix qu'ils donnent. Donc on les a obligés à changer leur libellé. Voilà. Sachez que donc sur ces problèmes-là qui sont tellement importants pour nous, pour notre profession, ben voilà, le Synorca ne baisse pas les bras et j'allais dire le GNI est contre l'inertie. Merci, voilà. Merci. J'étais sûrement un peu trop long. Vous avez été trop long, mais c'était important. C'était important de montrer qu'effectivement, sur le cœur du dispositif, c'est-à-dire la recherche Google, vous êtes en train d'agir, mais de voir aussi que pour l'instant, vous êtes... c'est problématique pour vous. Et plus grave encore, on va parler maintenant de brandjacking, en bon français, pillage de marque. Et Philippe Etourneau, est-ce que vous pouvez en parler? Alors là, vraiment, en 4-5 minutes, nous dire ce qu'il en est. Très rapidement. Pillage de marque, ce n'est pas le fait simplement de l'hôtellerie, mais c'est effectivement un phénomène qui touche énormément l'hôtellerie et de manière très vicieuse, très insidieuse. Alors, comme c'est indiqué, ça peut être soit par l'achat d'un nom de domaine extrêmement similaire à votre site, et on va créer un site miroir à votre site. Bon, là, on est vraiment dans le domaine de la contrefaçon, et c'est relativement rare. Par contre, vous avez pu le constater très souvent, c'est que quand on recherche le nom de votre hôtel, ou de votre restaurant d'ailleurs, vont apparaître tout un tas d'autres sites qui utilisent en réalité vos mots-clés avec des campagnes AdWords. Ça peut être évidemment des OTA, c'est très souvent le cas des OTA, mais ça peut être aussi des concurrents. Il y a eu une étude qui a été faite par Mark Monitor, qui a été reprise, je le salue, par Guylain Denisel dans Tendance Hôtellerie, il était surpris, qui faisait état d'un coût pour les hôtels de ces détournements de 2,2 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que ce sont des revenus qui sont détournés des hôtels, soit parce que ces campagnes de brandjacking vont détourner l'internaute, l'amenant sur un OTA, et l'OTA va le guider vers un autre hôtel, vous allez perdre votre client, soit va l'amener vers l'OTA et vous allez payer une commission que vous n'auriez pas dû payer. Le calcul qui a été fait lors de cette étude, c'est qu'on a 1,9 milliard de dollars de perte de chiffre d'affaires par an et 270 millions de dollars de commissions indues. Donc ça représente évidemment des sommes énormes. Qu'est-ce que l'on peut faire, nous hôteliers, et qu'est-ce que peut faire le Synorca? On a un souci, c'est l'inadaptation du droit aux réalités du commerce électronique. On a une directive européenne, qui est la directive de 2000, qui a été transposée en droit national par la loi de 2004, dite pour la confiance de l'économie numérique. Il est d'ailleurs assez amusant de souligner que cette directive de 2000 faisait état d'un rapport qui devait être fait tous les 2 ans de la Commission au Parlement européen. J'ai eu beau chercher, j'ai trouvé un seul rapport en 2003. Il n'y a pas eu d'autres rapports depuis. C'est quand même assez intéressant. Ce qu'il est nécessaire de faire en tout premier lieu, c'est de déposer
sa marque, déposer son nom, soit à l'INPI au niveau national, soit au niveau international, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alors après, si c'est des OTA qui n'ont pas de contrat avec vous, ce qu'il est possible de faire, c'est un recours en concurrence déloyale. Mais on se heurte à cette directive européenne justement, puisque les moteurs de recherche, Google et autres, sont considérés comme des hébergeurs de contenu et non des éditeurs. D'où la nécessité de faire évoluer la directive européenne. Et c'est ce que demande effectivement le SINORCA et aujourd'hui le GNI, une révision du régime de responsabilité des moteurs de recherche. Si ce sont des OTA avec lesquels on a un contrat, alors là, les plateformes peuvent utiliser théoriquement au terme des contrats, sans limite, votre marque, votre nom, tous les éléments de votre propriété intellectuelle. Et là, le GNI a porté parmi toutes les clauses, cette clause devant l'autorité de la concurrence pour que cette clause, dans le cas de l'action qui est menée devant l'autorité de la concurrence, soit supprimée. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait apporter sur ce point. Alors, l'objectif n'était pas de vous inquiéter. Vous avez vu d'abord que vous avez un syndicat qui est à la manœuvre pour essayer d'améliorer les choses. Et puis, il ne faut pas voir ces nouvelles technologies comme un frein. Au contraire, c'est source d'opportunités. Et on va avoir donc maintenant 3 petits focus sur ces questions. Et donc, je propose... alors, j'avais prévu Rodolphe Delaunay, mais allez-y, vous avez le micro à Marc Merzoug de prendre la parole ou Monsieur Delaunay. Comme allez, c'est parti. Alors oui, c'était pour faire juste un petit rappel, un focus assez rapide, où finalement ce qui est important aujourd'hui, alors par rapport à tout ce qui est... C'est un peu un complément de ce qui a été dit, c'est le client aujourd'hui pour chercher de l'info, qu'est-ce qu'il fait. Donc là, je vous ai mis un slide, alors si on peut avancer juste un petit peu. Donc soit il peut aller sur les moteurs de recherche. On sait aujourd'hui que les moteurs de recherche sont très importants, notamment Google. Et c'est vrai que c'est un peu une guerre économique et qui font tout pour garder. Il peut aller aussi sur les agences en ligne. Et on sait que les agences en ligne aujourd'hui sont aussi importantes. Les comparateurs jouent aussi un rôle aujourd'hui, puisque l'internaute, il veut aller chercher au plus simple, faciliter. Là aussi, il y a une information par rapport à son site internet. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut faire des choses simples par rapport aux consommateurs aujourd'hui. Il peut aller sur les médias sociaux. Et on a vu aujourd'hui, il y a des stats qui montrent que, par exemple, Facebook, pour ne pas le nommer, va amener du trafic de plus en plus fort sur les sites internet. Donc, présence aussi par rapport à ça. L'économie de partage, je vous l'ai mis parce que l'économie de partage aujourd'hui va jouer un rôle, et notamment il y a plein de sociétés qui arrivent en hébergement, en restauration, et ça va être un impact notamment sur les usages de consommation. Donc votre consommateur, votre client, qu'est-ce qu'il va faire? Les nouveaux outils, parce que là aussi il y a des nouveaux outils qui arrivent, je vous ai mis 3D, mais il y en a plein d'autres, qui vont avoir un impact sur les tendances, donc sur les usages de consommation. Donc vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Et il y a le canal de vente directe. Donc effectivement, par rapport à ça, qu'est-ce que moi, professionnel, je peux faire aujourd'hui? Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je peux faire des choses, mais il faut quand même que je prenne conscience par rapport à ça. Je vous ai mis aussi un autre résultat d'Expedia. Là aussi, j'ai pris sur Tendance Hôtelière un chiffre où, effectivement, les chiffres sont mirobolants et sont énormes. Donc professionnellement, qu'est-ce que je peux faire? En termes d'usage de consommation, je vous ai mis aussi une photo. Donc c'est une photo qui n'a pas été truquée. Donc ça se passe au Vatican. C'est en 2005. Et vous pouvez voir sur la photo, il y a à peu près 2-3 personnes avec un téléphone. Et si on va sur la photo suivante, alors je ne sais pas, vous voyez la différence. Donc dans les usages de consommation, le mobile aujourd'hui est indispensable, on le sait. La photo le montre, hein, il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Une autre information par rapport aux consommateurs, et notamment d'avoir une approche produit, mais surtout avoir une approche expérience client. Qu'est-ce que je vais vendre à mon client? Et il faut que je lui vende autre chose que mes chambres, il faut que je lui vende autre chose que la restauration, il faut que je lui vende une expérience. Et forcément, à Paris, il y a plein de choses à faire. Donc, qu'est-ce que je peux amener? Là, les études montrent aussi que le client attend de vous des informations complémentaires et attend une expertise de votre part par rapport à ça. Donc j'ai mis au centre sur la slide suivante que finalement votre client, qui est votre activité principale, il faut lui amener une expérience. On parle beaucoup d'expérience client aujourd'hui. Et c'est là où vous,
par rapport à tout ce que vous pouvez faire, le canal de vente direct, il y a un vrai poids. Et en plus, ce client, il vient chez vous. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et pas uniquement quand le client il est chez vous, quand le client il prépare son voyage, donc quand il a confirmé, pas uniquement faire un mail de confirmation, mais commencer peut-être à réfléchir, à raconter une histoire. Et puis, on va voir tout à l'heure par rapport aux avis, une fois qu'il est parti, là aussi, il faut continuer à raconter une histoire. Alors forcément, si cette histoire, on a commencé à la raconter avant, ça va être plus facile de la raconter après. Et puis, je vous ai mis une dernière image de fin, je ne sais pas, mais en tout cas, d'intégrer le web. Alors, c'est Eric Schmidt de Google qui a dit « Le web sera tout, mais il ne sera rien, il sera comme l'électricité, il est juste là. » Donc, c'est un outil, il faut faire avec. Donc, comment faire avec par rapport à ça et par rapport à l'environnement qui existe aujourd'hui. Mais il y a des choses à faire, comme a été dit tout à l'heure. Donc, il faut travailler son client. Merci. Vous avez été très clair. Et on revoit qu'effectivement, de toute façon, on ne peut pas faire sans. Donc, alors, comment on fait quand on ne peut pas faire sans et qu'il faut quand même qu'on ait des idées? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Internet. Le site officiel, vous avez la chance effectivement d'avoir un outil de distribution en direct, ce qui n'est pas le cas de la grande distribution. Quand on voit toutes les grandes marques, elles sont dépendantes de la grande distribution parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Ils ne peuvent pas ouvrir des boutiques partout. Là, en l'occurrence, le site officiel de l'hôtel permet, s'il est bien géré, permet effectivement d'être une alternative. Une alternative intéressante, mais pour ça, il faut vraiment voir ce qui se fait à côté, ne serait-ce que sur l'information qui est délivrée sur votre site Internet. Vous avez besoin d'avoir une information aussi complète, voire beaucoup plus complète que ce qu'on trouve sur les OTA. Je parle d'information complète, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble des prix en temps réel sur l'ensemble des catégories de chambres, ce qui est quasiment jamais le cas. La force, effectivement, de ces sites de distribution, c'est que dès que vous arrivez sur la page, vous avez une info synthétique, puisqu'il n'y a qu'une seule page sur l'établissement, mais vous avez toute l'info essentielle. Cette info-là, je ne la retrouve pas dans 80% des sites qu'on visite. On n'a pas les prix, on n'a pas le temps réel, on n'a pas toute cette information-là. Il existe maintenant des technologies qui vous permettent effectivement de ressortir ces infos-là. Après, il faut aller beaucoup plus loin, parce que vous avez effectivement un établissement, vous avez des choses à faire autour, vous avez une expérience à partager, et là aussi, il faut compléter. Étude Google toute récente, il y a à peu près un client sur deux qui va sur un site de distribution et qui va voir pour se conforter le site de l'hôtel. Pourquoi il ne réserve pas sur votre site de l'hôtel? Parce qu'il lui manque de l'information. Et donc, il va conforter son choix sur votre site, il va dire oui, l'hôtel est bien, mais comme il n'a pas les prix, il n'a pas toute l'information complète, il va retourner sur le site de vente. De toute manière, il veut acheter. Donc, qu'il achète chez vous ou chez le distributeur, ça ne lui fait pas une énorme différence. Pour vous, oui, ça fait 17 à 20% de différence, mais pas pour le client final, puisqu'on lui dit de toute manière, sa réservation va être, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission à sa réservation. Pour lui, mais pas pour vous. Donc, c'est là où votre site, vous avez effectivement maintenant de plus en plus d'outils, de solutions qui vont vous permettre de gérer votre site au quotidien en y mettant des offres avantageuses, des petits déjeuners offerts, du Wi-Fi offert, tout ce qui va permettre effectivement de prendre le client qui vient chez vous pour se conforter, de le transformer en vente. Donc pour nous, on pense que les sites d'hôtels maintenant doivent passer le cap du site marchand. On n'est plus sur une simple plaquette, on va montrer 3-4 pages avec des jolies photos, ça ne suffit pas. Puisque l'internaute va être séduit par vos photos, donc si on reprend sur la photographie, il est indispensable d'avoir des reportages à jour et de belle qualité, c'est la matière de base. Nous, en tant qu'agence web, si on n'a pas de belles photos, on ne peut pas travailler. Comme un grand chef s'il n'a pas de bons produits. Donc, travaillez vos reportages photos, mettez-les à jour, puisque eux vous permettront d'être distribués sur votre site Internet, mais partout ailleurs. Ça, c'est un élément de base. Et après, il ne faut pas hésiter à travailler sur du contenu spécifique, parce que vous avez des points forts. Il faut les mettre en avant, parce que ces points forts ne seront jamais mis en avant sur les outils de distribution. Eux, ils ont une fiche synthétique. Vous pouvez effectivement parler de ce que vous savez faire, parler des gens qui sont autour de vous, toutes les activités possibles. Et ça va augmenter le référencement naturel. Parce qu'on peut effectivement se battre sur le référencement naturel d'un site d'hôtel. Même à Paris, on arrive à avoir des bonnes positions. Parce que même si Google aime bien ses amis que sont Booking, TripAdvisor, Expedia, parce que c'est des gens qui lui donnent beaucoup d'argent, il met quand même en avant aussi les sites officiels des hôtels. Toujours. L'ensemble des sites que l'on gère sont dans la première page. Maintenant, à vous et à nous ensemble, parce que c'est un travail en commun, de faire en sorte que ça soit un vrai compétiteur par rapport à ces outils-là. Donc des sites complets, à jour, régulièrement à jour, puisqu'un site, si vous ne le touchez pas, au bout d'un moment, Google va s'y désintéresser et va vous reléguer plus loin. Donc le site doit être à jour
de façon régulière. Il doit être lié, il doit être linké, d'où les blogs, d'où les réseaux sociaux. Parce que tous les liens que vous allez faire vont donner encore plus de vivacité à votre site et vont améliorer le référencement. Donc avec tous ces éléments-là, il y a moyen effectivement de se battre. Ça demande un petit peu de travail, mais quand on voit effectivement les commissions qui sont, que vous payez, il y a de quoi effectivement dégager des budgets pour se battre sur votre établissement, sur votre valeur, et pas sur de la distribution. Merci. Alors, on va maintenant prendre un cas pratique. Jérôme Doria, donc le Chalet des Îles, votre établissement est réputé pour être bien référencé. Comment est-ce que vous y prenez? Alors, on m'entend? Excusez-moi. Bien référencé, certainement, à un temps donné. Donc, on y a beaucoup travaillé. Il y a quelques années, pour me présenter, il y a 40 ans, je vous aurais dit Jérôme Doria, un des établissements que je dirige, le Chalet des Îles. Vous composez muette 04 69, comme mon plaisir à me le rappeler mes enfants. Il y a 20 ans, j'aurais dit tout simplement, je suis dans l'annuaire, vous regardez les pages jaunes, 01 42 88 04 69, vous aurez toutes les informations mises à votre disposition. Il y a maintenant une dizaine d'années, j'aurais parlé de Google, évidemment. Vous tapez Chalet des Îles, vous allez me trouver tout de suite. On aurait trouvé le premier jet du site qu'on avait fait pour le Chalet des Îles. Il y a 5 ans, je vous aurais peut-être précisé, tapez le Chalet des Îles tout attaché sans accent.net, parce que le .com, c'est notre concurrent qui est de l'autre côté du bois de Vincennes. Il y a 1 an, je vous ai dit au même congrès, essayez sur Facebook, parce qu'on avait des pages Facebook. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que les temps changent et qu'il faut s'adapter et être toujours à la pointe de ce qui se fait. Parce que si vous ne réagissez pas, comme l'ont dit les personnes sur le podium, en temps réel, d'autres vont utiliser votre marque, vos informations pour promouvoir leur propre marque, que ce soit des OTA, que ce soit les nouveaux sites de réservation, ou même des sites comme Google qui ont plaisir à indiquer par défaut que votre restaurant, comme toute boutique, est ouvert tous les jours de 8h à 17h, sauf samedi, dimanche. Voilà. Et si vous n'êtes pas là pour aller quotidiennement, j'insiste, quotidiennement, vérifier sur Internet qui parle de vous et comment, et aller modifier les informations, clairement, ces sites-là seront forcément bien référencés parce que mettent en valeur énormément de marques qui fonctionnent et donc seront en avant sur les premières pages de Google. Et quand un client va chercher votre restaurant, il va tomber sur des informations qui seront erronées. Et c'est encore une fois quotidien que des clients nous disent je vous ai appelé à ce numéro-là, 08 36 je ne sais quoi, on est tombé sur vous, mais bon, est-ce que c'est normal qu'on paye 1 euro de réservation quand on vous appelle à un numéro payant? Non, évidemment, c'est pas normal. Donc il faut aller retrouver sur Internet qui parle de nous et qui donne des informations erronées. Ça paraît un petit peu négatif. Maintenant, le bon côté des choses, c'est qu'il y a 40 ans, la muette 0469, ça restait un numéro de téléphone et le client qui connaissait le numéro, il vous appelait, il réservait et puis on n'avait pas accès à d'autres canaux de distribution. Au contraire des hôtels, les restaurants ces dernières années ont vu élargir la clientèle à laquelle on avait accès. L'année dernière, je vous disais que on m'avait appris à l'école hôtelière que la mise en place et la vérification du service commençait à l'extérieur du bâtiment, à regarder si l'enseigne était allumée. Et que depuis quelques années, ça commençait sur Internet à vérifier que les canaux étaient ouverts, etc. Là, on est aujourd'hui dans l'instantané. Pour donner un exemple concret, ce soir, alors, là je suis sorti, il faisait beau, mais ce soir, s'il fait beau, je vais pouvoir faire une promotion sur une de mes terrasses, au Chalet des Îles par exemple, pour aller promouvoir ma terrasse chauffée
j'ai pas forcément besoin de mettre une réduction ou un cadeau offert pour que les gens viennent, mais juste susciter l'envie aux gens qui se baladent sur la toile ou qui seront abonnés, qui seront sur Twitter ou Facebook, etc. Et ces éléments-là, ces atouts, on ne les avait pas avant. On a grandi avec et je pense qu'il faut essayer de les utiliser. Pour terminer, et je ne ferai pas de pub parce que je n'ai pas de contrats spéciaux, mais je pense qu'il faut s'adresser à des professionnels. Il y a des gens dont c'est le métier d'écrire les informations, d'arriver à définir des mots-clés, d'arriver à être présent sur les sites qui sont en vogue aujourd'hui et à rester en veille. Et cette veille, il faut la confier à des gens dont c'est le métier, qui ont vécu avec ça, qui ont appris avec ça, de manière à pouvoir développer. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout de chiffre d'affaires et de ce positif dont on a besoin, je pense. Voilà. Merci aussi pour ces indications très précieuses. Alors, on ne va pas demander tout de suite à Mathieu Guerlain de conclure la table et de nous apporter l'éclairage des pouvoirs publics, parce que je pense que ça peut être intéressant de voir s'il y a des questions dans la salle. Pour venir interroger nos différents spécialistes. Il y a, alors, madame, tout au bout, enfin 3 rangs au bout, à gauche, voilà. Et donc, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis madame Dagneau de l'hôtel Ascot Opéra à Paris. Ça marche, mais mettez bien le micro contre votre manteau. D'accord. Hôtel Ascot Opéra à Paris. Donc, je constate que j'ai de plus en plus de réservations sur mon propre site parce que j'ai fait appel à une société extérieure qui s'occupe de me promouvoir, si vous voulez, d'une façon technique que je ne sais pas faire, de façon justement à utiliser tout ce que monsieur vient d'expliquer sur les mots-clés, etc. Ce qui n'empêche que je ne peux pas me passer de Booking pour le moment, à mon grand regret vu les commissions. Et je souhaite que dans un temps futur, effectivement, je puisse m'en passer, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Par contre, j'aurais voulu poser une question que je trouve très importante pour les hôteliers. C'est qu'on souffre pour avoir les visas, d'avoir des réservations que je dirais pas fantômes, mais qui n'existent pas, uniquement pour que la personne puisse avoir une réservation d'hôtel, et on passe notre temps à faire ce travail qui en fait ne sert à rien, puisque de toute façon, dès qu'il a la réservation d'hôtel, l'internaute annule sa réservation. Donc je ne sais pas trop comment faire remonter cette information. Voilà. Alors, ces internautes fantômes, qui veut répondre? Je ferai une réponse très pratique d'hôtelier, puisque j'ai le même problème. J'envoie copie de l'annulation de réservation au consulat du pays considéré avec copie au client. Voilà, donc la lettre type ou le mail type. Autre question? Alors écoutez, peut-être du coup ça va vous donner le temps de... Vous allez avoir 6-7 minutes pour nous dire un peu ce que vous prévoyez au ministère. J'imagine que vous vous penchez sur la question. Et puis, au-delà de tout ce qui s'est dit, comment on peut responsabiliser ces fameux acteurs qui ne sont pas des sociétés en plus françaises, des grandes multinationales. Donc c'est complexe. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes avec la secrétaire d'État, Madame le maire? Volontiers. Donc merci pour ce temps qui va me permettre de rebondir. Peut-être pour commencer justement sur cette question, comme vous le disiez, pour résumer la question, est-ce que la partie est jouée? La réponse est non. Dans les tout premiers jours de son mandat, Axel Lemaire s'est rendu au Brésil, qui est également un pays qui est très allant dans les débats mondiaux sur l'organisation d'Internet, et elle a utilisé elle-même cette phrase: est-ce qu'Internet doit être un Far West? La réponse est non. Ça lui a valu 1h30 d'entretien avec le représentant américain juste à l'issue de sa conférence, mais qui était très constructive pour que justement le dialogue s'engage, et que sur les questions d'ensemble de gestion des noms de domaine, du point hôtel, du point vin, qu'il y ait un dialogue qui se déroule à un niveau politique pour que, pour donner des exemples qui se sont passés, le point Paris, c'est détenu par la ville de Paris, France, pas par la ville de Paris, Texas.
Ça paraît évident dit comme ça, mais finalement, si ça va sans dire, ça va mieux en le disant. On a le même débat sur le point vin, que ce soit effectivement détenu par des fabricants de vin qui respectent les AOC, par le point hôtel, etc. Ça, c'est quelque chose qui se poursuit. Le dialogue musclé, mais constructif quand même, sur ces questions-là. Et donc c'est possible d'agir à un niveau international entre différents pays pour avancer sur ces questions. Est-ce que ces multinationales américaines sont au-dessus de la loi? On a eu très récemment la preuve que non, avec le cas Google contre l'Espagne. Donc là, on parlait plutôt de traitement de données personnelles. En fait, en Espagne, il y a une loi qui ressemble à la loi informatique et liberté en France, à savoir quand on a un fichier client, il faut que les clients aient un droit d'accès, de rectification. Et Google prétendait que, comme il traitait les données à l'extérieur de l'Espagne, il n'était pas soumis à cette loi espagnole. Et la Cour de justice européenne a dit, mais si, il s'agit de données de citoyens espagnols, donc vous y êtes soumis. Donc, d'où le fameux droit à l'oubli. Mais le droit à l'oubli, c'est simplement, en fait, vous devez respecter la loi CNIL du pays dans lequel se déroulent vos opérations. Et alors ça s'est mis en place assez vite. Il y a encore des critiques. Est-ce que c'est à Google de choisir de répondre en première instance s'il doit supprimer votre page ou non? Mais ça montre que des décisions de justice peuvent intervenir, des évolutions du service peuvent intervenir. Et puisqu'on parlait des questions de la place de la publicité et du référencement naturel, le débat entre la Commission européenne et Google n'est pas fini. Le précédent commissaire européen souhaitait le conclure avant novembre, mais finalement, ça n'a pas été le cas et ça rebondit. Et c'est un sujet qui est porté vraiment très fort par la nouvelle Commission européenne, puisque la commissaire qui s'occupait des affaires numériques, Nelly Kroes, elle m'a dit qu'elle a été remplacée. Pour remplacer une femme, il a fallu 3 hommes, puisqu'il y a donc un commissaire au numérique, qui est le commissaire allemand. Donc, par ailleurs, ce qui montre l'intérêt qu'apportent à ces questions des grands pays en Europe. Il y a un vice-président qui est estonien, donc un pays qui était très fortement numérisé dans ses services publics. Et puis il y a le président de la Commission lui-même qui a cité donc Jean-Claude Juncker comme une de ses priorités de s'occuper du numérique. Donc au niveau international, au niveau européen, ce sont des sujets qui sont extrêmement identifiés comme importants. Ce sont des sujets sur lesquels on avance et on montre que aussi puissants et aussi importants que soient les entreprises, elles restent soumises à des lois. Et en fait, la grande question qui se pose et sur laquelle il y a besoin de continuer à travailler tous ensemble, c'est comment on définit cette neutralité, cette loyauté des plateformes, comme il y a une neutralité d'Internet ou une neutralité du réseau de téléphone. Quand vous appelez un numéro, quel que soit le téléphone qui appelle un autre téléphone, il n'y a pas de traitement prioritaire. Il faudrait que ce genre d'équité de traitement s'étende également sur différents supports. C'est un débat qui est présent en France, mais pas uniquement en France. Aux États-Unis, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est très fortement porté. Donc, il y a un écho international autour de ces questions. Et c'est maintenant qu'il faut porter ces questions. Ça, c'est sur le cadre un peu général. Et ensuite, peut-être pour rebondir sur tout ce qui a été présenté aussi, qui est la suite du message d'espoir, c'est oui, il y a des acteurs puissants, mais on peut quand même intervenir et exister sur la toile en étant très professionnel, en étant très différenciant, en étant finalement au plus proche du métier de service qui est le métier d'hôtelier, c'est-à-dire qu'à l'écoute de ses clients et en offrant aux clients potentiels ceux qu'ils veulent. Et les différents axes qui ont été cités, on dit souvent que il y a une évolution des usages numériques qui se résume par un acronyme qui est SOLOMO. C'est de plus en plus social, local et mobile. Et donc social, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, d'autres manières d'interpeller des clients futurs qui ne passent pas donc par les grandes plateformes que vous connaissez déjà. Ce sont d'autres grandes plateformes, mais ça élargit le spectre des manières d'interagir. Local, parce que ça c'est un métier que vous connaissez bien, c'est-à-dire avoir des partenariats
avec les grands événements dans votre région, avec le monde du tourisme en général, qui relie une offre hôtelière avec une offre de restauration, une offre de tourisme plus large. Et puis mobile, donc l'image était extrêmement parlante. Aujourd'hui, on a des usages d'Internet qui sont différents entre un ordinateur fixe et un téléphone portable. On a parfois des applications sur le téléphone portable qui font qu'on ne repasse pas par Google ou par Booking ou par Expedia. Il y a donc mille et une manières de toucher le client en sortant en quelque sorte du circuit obligé de ces grandes plateformes. Et ce qui a été évoqué également, c'est que ça suppose effectivement de savoir s'approprier ces nouveaux outils. Et c'est tout l'enjeu de rentrer dans l'ère numérique. Et alors, du côté du gouvernement, ce qu'on essaye de faire pour soutenir ça, c'est de la diffusion de bonnes pratiques à travers un réseau de 1000 conseillers chargés de la transition numérique. On échangeait juste en marge de la table ronde, il y en a un sur scène, entre autres, un des 1000. C'est également, à travers BPI France, des prêts pour la modernisation numérique des entreprises. Et puis, c'est d'un point de vue réglementaire, tout ce qu'on a pu évoquer, tout ce que j'évoquais en début et qui se poursuit. Si vous avez des idées, je sais que vous en avez, puisqu'on s'est rencontrés plusieurs fois avec le Synorcad, on organise en ce moment, dans la préparation d'une loi sur le numérique, qui doit, donc 10 ans après la loi sur la confiance dans l'économie numérique, continuer à moderniser le secteur, une concertation publique sur Internet à l'adresse contribuer ez.cnumérique.fr, CN numérique comme Conseil national du numérique.fr. Donc ça a été lancé début octobre par le Premier ministre et l'idée c'est de nourrir les réflexions des pouvoirs publics pour cette grande loi numérique, pour les négociations à Bruxelles, pour d'autres vecteurs juridiques éventuels d'ici janvier. Donc c'est le moment d'intervenir et voilà, je me tais pour vous inviter à parler, vous, sur Internet et dans la salle. Donc voilà. le chantier est ouvert. Vous avez de toute façon avec le Synorca un interlocuteur ultra mobilisé. On va en parler dans les 2 tables rondes qui arrivent. On ne prend pas de questions théoriquement après la conclusion, mais monsieur m'a fait des grands signes. Donc si on peut lui donner, avant de passer à la table d'après, là, Merci. le micro. Oui, allô? Oui, merci. Je saisis la balle au bond pour poser une question grave, à mon sens, de distorsion de concurrence. Merci de vous présenter. Oui, Patrick Van Vogel, je suis hôtelier à Paris. Il s'agit du rachat par Expedia de 2 sociétés qui font de la publicité, qui sont des comparateurs de prix assez populaires en France et qui font beaucoup de publicité justement sur la comparaison des prix. Or, ces 2 sociétés, pour ne pas les nommer Trivago et TripAdvisor, qui appartiennent donc au même groupe, font payer le fait d'apparaître parmi les comparateurs de prix. Donc vous avez en fait, si vous ne payez pas, le site de l'hôtel n'apparaît pas, et vous avez Booking.com, Expedia, Hotel.com qui apparaissent avec vos prix. Donc si vous êtes moins cher en direct, et en plus vous ne payez pas de commission, vous êtes simplement exclu. Pour apparaître, il faut payer. Si vous payez, on vous demande 100. Si vous apparaissez à travers un groupement, Avelpro ou d'autres, qui sont des gestionnaires de sites, vous allez avoir une remise. Vous allez peut-être payer 80. Je ne sais pas combien paye Booking.com ou Expedia, Hotel.com, peut-être 10. Il y a une distorsion de concurrence flagrante. Je n'ai pas tous les éléments, mais le fait que ces comparateurs de prix qui avant étaient des sociétés indépendantes et qui se nourrissaient de publicité générale sont devenus des acteurs au profit d'un seul acteur, Expedia. Alors merci pour ce témoignage. Vous êtes en plein dans la table ronde numéro 3, puisque notre 3e table ronde de cette plénière est consacrée justement au fait de rétablir une saine concurrence dans le cadre des réservations en ligne. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on garde votre question et qu'on va la traiter dans la table 3, à moins que vous ayez une réponse extrêmement rapide côté cabinet de Madame le maire.
Allez, très rapide, et puis on bascule sur la table 2. Très rapidement, merci d'avoir évoqué ce point-là. Ce que ça rappelle, c'est que un comparateur, c'est aussi une société privée avec son business model qui peut éventuellement ne pas être totalement... ça n'est pas un service public, ça n'est pas les pages blanches, etc. Et donc du coup, d'où la question de la loyauté. Sur les trucs. Il faut que les règles du jeu soient claires, en tout cas pour la personne qui vient. Voilà. En tout cas, le message est passé. Est-ce qu'on a quand même un espoir d'une révision du régime de responsabilité des moteurs de recherche? Alors, on ne vous a pas entendu. Est-ce qu'on a un espoir d'une révision de responsabilité des moteurs de recherche et donc d'une modification de la directive communautaire? Parce qu'on a bon espoir que notre action devant l'autorité de la concurrence aboutisse, que donc les clauses qui font que les OTA s'approprient par contrat nos marques tombent, mais ensuite il faut que la responsabilité des moteurs de recherche puisse être engagée à partir du moment où on apporte la preuve qu'elles commettent un abus de droit et qu'elles ne sont pas titulaires de la marque. Oui, c'est un des éléments essentiels du cas justement de Google devant la commission. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question c'est l'algorithme de classement de Google est-il réellement neutre ou y a-t-il manipulation de marché en quelque sorte c'est donc tout l'objet. En fait, la première victoire aujourd'hui, c'est que le cas n'a pas été clos en novembre comme c'était envisagé, et donc il est toujours en cours de débat, enfin, ou plus exactement, c'est-à-dire que la Commission a dit la réponse que vous m'apportez ne me convainc toujours pas, donc c'est un dossier qui est toujours en cours. Oui. Merci. Non, c'est juste pour rebondir par rapport aux comparateurs de prix. Il faut savoir que dès le départ, les premiers comparateurs ont toujours été des entreprises privées qui ont comparé que des entreprises qui étaient membres, enfin qui allaient effectivement payer une commission. Les quels coûts, enfin moi j'ai travaillé avec quels coûts. Il faut effectivement, pour être sur un comparateur de prix, il faut être client. C'est pas un comparateur dans l'absolu, c'est un comparateur d'entreprises qui ont payé pour être comparées. Ah si, ça a toujours été. Dans les années 2000. Hein. C'était dans les années 2000 au lancement de quel coût. Et c'était pas de l'hôtellerie. Hein. C'était des sites qui comparaient des machines à laver ou autre chose. Hein. Donc il faut prendre le micro parce que vos collègues ne vous entendent pas. Merci. Quand vous êtes le site de l'hôtel, vous n'avez pas de réduction. Quand vous êtes Expedia, vous avez une réduction qui n'est pas publique. Qui est sur du volume, qui est sur les volumes. Ça je comprends. De fait, ça veut dire qu'il y a une distorsion de concurrence fondamentale et que personne aujourd'hui ne peut créer un nouveau comparateur de prix équitable parce qu'il n'aura pas la puissance de payer son AdWords et de son référencement. Donc, de facto, on est en face d'un monopole. Au début du XXe siècle, les grands monopoles ont été combattus par les pouvoirs publics américains. Là, ce que je demande, c'est à ce que les monopoles de facto soient combattus par les pouvoirs publics européens. Ça, c'est un autre débat. Merci en tout cas. Et ainsi s'achève cette première partie de cette plénière. Merci messieurs. Ils ont respecté leurs engagements en termes de délai.